68 millions de tonnes. C'est la quantité d'aluminium que l'humanité consomme en une seule année. Un chiffre énorme qui s'étend des canettes de soda aux cadres de fenêtres et même aux ailes des avions géants. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment nous répondons à une demande si massive sans épuiser les ressources terrestres? La réponse réside dans une innovation révolutionnaire qui a transformé toute l'industrie, le recyclage de l'aluminium. Des déchets collectés, l'aluminium est trié, nettoyé, fondu et coulé sous de nouvelles formes. Chaque cycle de recyclage économise jusqu'à 95% de l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium neuf et permet au métal de renaître en 60 jours, conservant sa qualité originale à chaque fois. Pensez-vous que ces petites canettes autour de vous pourraient faire partie d'une révolution verte? Ne manquez pas cette vidéo où vous assisterez au voyage extraordinaire de l'aluminium. Des déchets jetés aux produits polis qui retournent à la vie quotidienne, brillant à nouveau. Contrairement à de nombreux autres métaux qui se dégradent en qualité à chaque cycle de recyclage, l'aluminium peut être réutilisé infiniment sans perdre ses propriétés originales. Cette caractéristique unique explique pourquoi près de 75% de tout l'aluminium jamais produit est encore en usage aujourd'hui. L'aluminium recyclé représente maintenant plus d'un tiers de l'approvisionnement annuel dans les pays développés, économisant jusqu'à 95% de l'énergie requise pour la production primaire, suffisamment pour alimenter des millions de foyers chaque année. Mais les avantages ne sont pas seulement économiques. Le recyclage de l'aluminium joue également un rôle environnemental critique. Chaque tonne d'aluminium recyclé prévient jusqu'à 9 tonnes d'émissions de CO2, ce qui représente des dizaines de millions de tonnes de gaz à effet de serre maintenues hors de l'atmosphère annuellement. Cet avantage est particulièrement crucial alors que l'industrie des véhicules électriques, l'énergie éolienne et solaire se développe, tous nécessitant de vastes quantités d'aluminium. Le voyage du recyclage commence par une étape qui peut sembler simple, mais qui détermine finalement l'efficacité de tout ce qui suit, la collecte des déchets d'aluminium. Ce système fonctionne à échelle massive, couvrant tout, des points de rachat de canettes de boissons et centres de tri municipaux au vaste réseau d'achat de ferraille industrielle. Chaque année, des dizaines de millions de tonnes d'aluminium sont rassemblées d'innombrables sources, créant un flux constant qui alimente l'industrie du recyclage. Ce qui distingue l'aluminium, c'est sa valeur économique inhérente, même au stade de la collecte. Une canette d'aluminium jetée vaut plusieurs fois plus qu'une bouteille en plastique, donnant aux individus et aux entreprises une forte incitation à retourner l'aluminium dans la boucle de production. Des camions chargés de canettes de bière et plateaux alimentaires au parc à ferraille étincelant de métal, l'étape de collecte est la véritable porte d'entrée vers la renaissance du métal. Depuis les points de collecte à travers le pays, des convois de camions chargés de ferraille d'aluminium arrivent régulièrement dans d'immenses zones de stockage. Chaque véhicule est pesé, enregistré, puis bascule son conteneur pour décharger la cargaison sur des tapis roulants qui alimentent la zone de stockage. Canettes de bière des supermarchés, plateaux alimentaires des quartiers et ferrailles d'aluminium industriel se rassemblent tous en piles imposantes de métal scintillant ressemblant à des montagnes d'argent. Sur place, les techniciens effectuent une inspection préliminaire rapide, signalant et rejetant rapidement toute charge contaminée par des impuretés excessives ou des matériaux dangereux. L'atmosphère dans le parc est toujours intense. Des milliers de tonnes d'aluminium arrivent quotidiennement, faisant de cette installation la véritable ligne de front du processus de recyclage. À l'installation de traitement, des flux de ferraille d'aluminium sont introduits sur de longs tapis roulants en mouvement continu. Des capteurs optiques agissant comme des yeux électroniques scannent des milliers de fragments par seconde, identifiant l'aluminium en fonction de sa couleur distinctive et de sa réflectivité lumineuse. Immédiatement après, des aimants puissants retirent tous les métaux ferreux, tandis que des jets d'air à synchronisation de précision soufflent l'aluminium loin des plastiques, papiers et débris plus légers. À travers plusieurs couches de séparation, le mélange de déchets autrefois chaotiques se transforme progressivement en flux plus uniforme d'aluminium, soigneusement regroupés en tas argentés étincelants. À partir de ce point, le flux d'aluminium est maintenant chimiquement cohérent et étroitement contrôlé, prêt à avancer plus profondément dans le processus de recyclage. Une fois séparée, la ferraille d'aluminium est introduite dans un système de déchiquetage massif. Des tapis roulants déversent constamment canettes de bière, plateaux alimentaires et ferrailles industrielles dans des rouleaux d'acier contre-rotatifs bordés de dents acérées. Avec une force de broyage intense, le métal se brise instantanément, envoyant des cliquetis métalliques aigus résonner à travers le sol de l'usine. En quelques révolutions seulement, des centaines de kilogrammes d'aluminium sont tirés et réduits en petits fragments. La machine fonctionne avec précision, presque comme si elle était préprogrammée. Des lames rotatives et des marteaux de broyage assistent les rouleaux, permettant au système de gérer même des pièces d'aluminium épaisses et rigides. Un système de tamis vibrant
contrôle la taille de sortie, garantissant que tout l'aluminium déchiqueté est réduit à une dimension cohérente. Les fragments d'aluminium déchiquetés sont introduits directement dans des fours industriels, le cœur de tout le processus de recyclage. Selon le type de ferraille et l'usage final désiré, l'usine peut utiliser des fours à réverbères, fours rotatifs ou fours à arc électrique. Chaque type est un système d'ingénierie scellé, méticuleusement conçu pour contrôler simultanément 3 paramètres critiques: température, flux d'air et taux de mélange de matériaux. La température interne est maintenue de manière stable entre 660 degrés et 750 degrés Celsius, juste assez pour fondre l'aluminium sans vaporiser les composants d'alliage précieux. L'aluminium est chargé par la trappe supérieure ou une goulotte basculante, puis constamment remué soit par des palettes mécaniques, soit par des injections d'air contrôlées. Certains fours sont équipés de systèmes de récupération de chaleur pour maximiser l'efficacité énergétique. Tout au long du processus de fusion, des capteurs thermiques et analyseurs chimiques fonctionnent en continu, agissant comme l'essence du système, garantissant que chaque lot d'aluminium fondu répond aux spécifications techniques précises. Le four est l'étape culminante où tout converge. Pression, chaleur, réaction chimique et système mécanique s'entrelacent tous. Même après que l'aluminium a complètement fondu, il contient encore d'innombrables impuretés cachées, invisibles à l'œil nu. Oxyde d'aluminium, poussière de four, résidus de peinture et même huile ou graisse laissée de son cycle de vie précédent. Pour éliminer ces contaminants, l'usine réalise un processus de raffinage directement dans le four. La méthode la plus courante est le fluxage, l'ajout d'un agent de flux spécial dans l'aluminium fondu. En réagissant, le flux se lie aux impuretés pour former une légère couche de scorie flottante à la surface. Cette couche est ensuite écumée mécaniquement ou manuellement, laissant derrière un métal plus propre et raffiné. Dans les systèmes plus avancés, des gaz inertes comme l'argon ou le chlore sont injectés à basse pression. Une fois que l'aluminium fondu atteint la pureté désirée, il est dirigé vers la zone de coulée, où il commence à prendre sa première forme physique définie. C'est la transition cruciale du liquide au solide, d'une masse métallique amorphe à des unités structurées qui peuvent être mesurées et transportées. L'aluminium est versé dans des moules faits d'acier, graphite ou matériaux spécialisés résistants à la chaleur selon le produit formé. La vitesse de coulée, la température du moule et l'intensité de refroidissement sont toutes précisément calibrées. Si versé trop rapidement, l'aluminium peut former des poches de gaz ou fissures de surface. Si le moule est trop froid, le métal peut se solidifier de manière inégale, conduisant à des défauts structurels internes. Dans de nombreuses installations modernes, le processus de coulée est entièrement automatisé. Une fois que l'aluminium se solidifie à l'intérieur du moule, un système hydraulique pousse doucement par le bas, libérant le métal solide des parois du moule en acier. Des pinces mécaniques saisissent le lingot lourd, pesant souvent des dizaines de kilogrammes, le soulevant de la rigole de coulée et le plaçant sur un convoyeur en acier parallèle. Le son du métal raclant résonne dans toute la fonderie, tandis que la surface de chaque lingot brille encore faiblement rouge de chaleur résiduelle. Après avoir été retirés du moule, les lingots d'aluminium sont transférés dans un four de préchauffage pour les ramollir, amenant le métal à la condition idéale pour le laminage. Une fois prêt, chaque lingot passe à travers un ensemble de rouleaux d'acier contre-rotatifs, où une pression énorme aplatit et allonge le bloc d'aluminium. Ce processus est répété à travers plusieurs stands de rouleaux, avec l'écart entre chaque paire diminuant progressivement. En conséquence, un lingot qui mesurait à l'origine plusieurs centimètres d'épaisseur, souvent plus de 20 à 25 cm, est progressivement transformé en une feuille métallique mince et uniforme. Au stade final, la feuille atteint son épaisseur cible, souvent jusqu'à quelques dixièmes de millimètre, et est guidée vers l'avant en une bande continue, puis enroulée serrée en grande bobine. Parmi les innombrables produits fabriqués à partir de métal recyclé, la canette d'aluminium se dresse comme la preuve la plus claire du pouvoir du recyclage, retournant au rayon des magasins quelques semaines plus tard sous une forme entièrement nouvelle. À partir de bobines d'aluminium massives, le processus de formation de canettes commence par l'estampage de feuilles d'aluminium minces en disques plats ronds appelés ébauches. Ces ébauches sont introduites dans une presse d'emboutissage profond où, en un seul coup, le métal est étiré en une petite forme de coupe avec des parois minces et un fond plat. La coupe d'aluminium passe ensuite à travers une série de matrices de repassage, chaque étape rendant la canette plus haute et ses parois plus minces, jusqu'à ce qu'elle atteigne ses dimensions finales. Le bord supérieur de la canette est légèrement rétréci pour préparer l'attachement du couvercle. À l'intérieur de la canette, un revêtement polymère microscopique est pulvérisé pour empêcher l'aluminium d'entrer en contact direct avec la boisson, garantissant à la fois sécurité et rétention de saveur. Finalement, la surface extérieure est décorée en utilisant l'impression rotogravure haute vitesse.
permettant à des milliers de canettes par minute d'être finies avec des étiquettes précises. Les canettes terminées sont ensuite empilées par lot, prêtes à entrer dans la ligne de remplissage et de scellage. Une fois qu'elles quittent la ligne de production, les canettes d'aluminium apparaissent partout, empilées sur les rayons des supermarchés, refroidies dans les seaux à glace des cafés, ouvertes lors de fêtes animées ou tranquillement partagées lors de réunions familiales. Chaque jour, des centaines de millions de canettes sont consommées dans le monde, tissées dans le rythme de la vie moderne. Mais la valeur d'une canette d'aluminium ne se termine pas au moment où elle est utilisée. Une fois vide, elle fait face à un carrefour critique, jetée comme déchet ou placée dans la bonne poubelle de recyclage, débloquant son potentiel de renaissance quasi infini. Dans les pays qui opèrent des systèmes de consigne, plus de 80% des canettes sont récupérées et recyclées en nouveaux produits en quelques semaines seulement. En revanche, les canettes jetées dans les ordures ménagères deviennent un fardeau environnemental, malgré le fait d'être l'un des matériaux les plus durables jamais créés. En fin de compte, c'est le choix du consommateur qui détermine le destin de la canette. Chaque fois que vous déposez une canette dans une poubelle de recyclage, c'est plus qu'un petit acte, c'est un lien vital pour maintenir le cycle vert vivant, garantissant que l'aluminium continue son voyage sans fin au lieu de finir dans une décharge. Nous venons d'assister au voyage remarquable de la renaissance de l'aluminium, un cycle en boucle fermée qui ne se termine jamais vraiment. De ce qui semblait autrefois être de la ferraille sans valeur, l'aluminium renaît sans cesse, retournant à nos vies sous d'innombrables formes. Canettes de soda, cadres de fenêtres, composants d'avions. Ce voyage circulaire n'est pas seulement un triomphe de technologie, c'est aussi le reflet des choix que nous faisons chaque jour. Cette canette dans votre main, elle peut finir comme déchet ou elle peut retourner à la ligne de production et renaître comme quelque chose de nouveau en quelques semaines seulement. La décision réside dans un seul acte simple, la placer dans la bonne poubelle de recyclage. Alors que choisirez-vous ? Laisser la vie de la canette se terminer brusquement ou l'aider à continuer son voyage sans fin, contribuant à un avenir plus vert pour nous tous ? Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante, alors restez avec nous jusqu'au bout. Plus de 2 milliards de tonnes de déchets sont produits chaque année par l'homme, et le verre en représente près de 20%. Le plus fou, une seule bouteille en verre peut rester dans une décharge pendant plus d'1 million d'années sans se dégrader. Mais voici la bonne nouvelle. Le verre peut être recyclé à l'infini sans perte de qualité. Comment fonctionne ce processus? Comment des tessons brisés et encombrants se transforment-ils en bouteilles propres et brillantes? Pénétrons dans l'une des plus grandes usines de recyclage de verre au monde, où des centaines de tonnes de verre reprennent vie chaque jour, et découvrons les secrets du parcours incroyable du matériau le plus durable de la planète. C'est parti. Pour recycler le verre, il faut avant tout disposer d'un approvisionnement régulier en bouteilles usagées. Au quotidien, les bouteilles de bière ou de soda vides sont souvent jetées avec les ordures ménagères, ce qui rend le tri pour le recyclage coûteux et complexe. Pourtant, dans de nombreux pays européens, un système a été mis en place pour traiter ce problème à la source. Des machines de collecte de bouteilles en verre sont installées dans les rues des villes. Il suffit au consommateur d'y déposer une bouteille vide, qui la scanne, la trie et leur restitue un petit montant, généralement de 10 à 20 centimes par bouteille. Ainsi, une bouteille de bière fraîchement finie, au lieu de finir à la poubelle, se transforme instantanément en un bien précieux, doté d'une valeur marchande. Cette approche incite les gens à collecter eux-mêmes les bouteilles, tout en fournissant aux usines un flux de verre déjà pré-trié, propre et bien plus homogène. L'Europe semble avoir tout compris. Mais qu'en est-il des États-Unis? Disposons-nous également de systèmes aussi avancés? Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Lorsque les automates de récupération sont pleins, les entreprises de collecte envoient des camions spécialisés pour récupérer les bouteilles. De grands bacs en plastique, contenant chacun des milliers de bouteilles en verre vide, sont chargés sur les camions à l'aide de chariots élévateurs. Un seul camion peut transporter entre 20 000 et 30 000 bouteilles en un seul voyage, soit environ 10 à 12 tonnes de déchets. Des camions chargés de bouteilles en verre circulent rapidement depuis les supermarchés et les points de collecte jusqu'à l'usine de recyclage, chacun transportant des dizaines de milliers de bouteilles vides, serrées dans des bacs. À leur arrivée, les chauffeurs reculent vers un immense entrepôt et libèrent le chargement, faisant dévaler une cascade de bouteilles. En quelques minutes, le sol se couvre de montagnes de verre coloré qui scintillent sous la lumière. Les déchets verts, bruns et transparents s'empilent. Ces piles ne sont pas de simples déchets, elles constituent le point de départ de toute la chaîne de recyclage.
Un approvisionnement constant de matières premières en attente de nettoyage et de broyage. Pour lancer le processus de recyclage, d'énormes chargeurs s'approchent des imposants tas de déchets de verre. Ils ramassent d'énormes quantités avec leurs seaux et les transportent à travers la cour. Dans un fracas assourdissant, le verre est finalement déversé dans la trémie d'alimentation de l'usine, projetant une cascade d'éclats dans la goulotte en acier. Immédiatement, le convoyeur en acier se met en marche, transportant le flux de verre mêlé de terre et de sable au cœur de l'installation. Le premier arrêt est le tamis vibrant, où de puissantes secousses séparent la poussière, le sable et les particules fines. Après cette étape, le verre est beaucoup plus propre, mais des contaminants plus gros, difficiles à détecter par les machines, subsistent. Le long du convoyeur, des ouvriers se tiennent prêts à extraire soigneusement papier, plastique et tout ce qui ne devrait pas l'être. Ce mélange de criblage mécanique et de manipulation humaine produit un lot de matériaux plus propres, prêts pour la prochaine étape du recyclage. Savez-vous ce qui se cache encore dans ce tas de verre brisé? Les capsules de bouteilles. Heureusement, la plupart d'entre eux sont en métal, ce qui permet de les extraire facilement à l'aide d'un séparateur magnétique puissant. Le principe est simple. Le puissant champ magnétique saisit les morceaux d'acier tandis que le verre continue de descendre sur le convoyeur. Grâce à cette étape, le verre est désormais propre à environ 80% et se rapproche de sa renaissance. Une fois la plupart des contaminants éliminés, le verre passe à l'étape cruciale suivante, le broyage en calcin. Les plus gros morceaux sont introduits dans un broyeur à marteau, une machine massive équipée de marteaux rotatifs à grande vitesse qui brise le verre à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il ne reste que de minuscules fragments. Les morceaux encore trop gros sont automatiquement détectés et renvoyés dans le broyeur jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille souhaitée. Cela garantit un flux de verre uniforme, sans aucun retardataire. Le processus produit du calcin, de fines particules de verre scintillantes qui ressemblent à du sable artificiel. Grâce à sa petite taille, le calcin fond beaucoup plus rapidement dans le four, ce qui permet d'économiser jusqu'à 40% d'énergie par rapport à l'utilisation de matières premières comme le sable ou le calcaire. Le calcin est ensuite acheminé vers un puissant système d'aspiration où il est soufflé par un puissant flux d'air. Ce flux d'air décolle et souffle les fragments d'étiquettes restants, laissant le verre encore plus propre. Enfin, le groisil passe dans le système de tri optique, l'étape la plus précise de tout le processus. Tandis que le verre tombe en cascade scintillante, des capteurs laser scannent en continu chaque minuscule fragment pour en détecter la couleur et la composition. Dès qu'un verre brun, un verre vert ou même un éclat de céramique est identifié, le système envoie instantanément un jet d'air précis, le propulsant dans un flux distinct. La vitesse est presque incroyable. Des dizaines de milliers de pièces sont traitées chaque minute. Cela garantit un tri méticuleux du verre par couleur, car le moindre mélange de teintes erronées altérerait la qualité du verre recyclé. Une fois le calcin trié, il poursuit son chemin sur le tapis roulant. Les minuscules particules de verre sont dirigées vers des zones de stockage distinctes, chacune divisée par couleur. Là, elles s'accumulent progressivement pour former d'énormes stocks, attendant d'être transformés en bouteilles en verre flambant neuf. Une fois trié et broyé, le calcin ne peut pas être introduit seul dans le four. Il doit d'abord être mélangé aux matières premières. Le mélange commence par du sable de silice pur, l'élément clé qui confère au verre sa clarté. Vient ensuite le carbonate de sodium, qui abaisse la température de fusion et économise l'énergie tout au long du processus. On y ajoute également du calcaire, renforçant le verre et le rendant plus stable une fois formé. Dans certaines formules, les fabricants ajoutent également de la dolomie, de l'alumine ou des oxydes métalliques pour ajuster la couleur et les propriétés. L'élément le plus important reste cependant le calcin, qui peut représenter entre 20 et 70% du lot, ce qui permet un écoulement plus rapide de la matière fondue et une réduction de la consommation d'énergie pouvant atteindre 40% par rapport à des matières premières neuves. En effet, l'ajout de seulement 10% de calcin supplémentaire permet de réduire la consommation d'énergie d'environ 3% et de diminuer considérablement les émissions de CO2. Grâce aux formules prédéfinies en usine, le mélange est homogène et prêt pour la fusion. Le mélange est ensuite introduit dans un immense four à gaz, où la température atteint environ 1750 degrés Celsius, soit plus que celle de la lave en fusion d'un volcan. Des techniciens surveillent attentivement l'ensemble du processus et versent le mélange dans des creusets spéciaux. À l'intérieur de l'usine, les ouvriers doivent porter des combinaisons ignifuges et des gants épais, car la chaleur ambiante, proche de 1500 degrés, est presque insupportable. Une fois les ingrédients stabilisés, l'ouverture de chaque creuset est scellée pour maintenir la chaleur extrême et contrôler le processus de fusion. Au bout de 24 heures, le mélange n'est plus du sable. Il commence à couler épais comme de la lave. La lueur brillante au fond du four est du verre liquide, une masse dense et brillante ayant atteint la température et la viscosité idéale. Pendant les 5 heures qui suivent, le verre reste à l'état fondu,
permettant au gaz restant de s'échapper et garantissant une pureté optimale du matériau final. Pour façonner le verre, un moule est nécessaire, ce qui fait de sa création l'étape suivante du processus. Les ingénieurs utilisent des logiciels de CAO avancés pour concevoir le moule avec une grande précision, en contrôlant minutieusement chaque ligne, dimension et épaisseur afin de respecter les normes techniques. À partir de cette conception numérique, des moules sont fabriqués en fonte ou en acier allié, capables de résister à des températures allant jusqu'à environ 1400 degrés. Ces moules sont ensuite préparés pour recevoir le verre en fusion et le façonner de l'intérieur. Une fois les moules terminés, ils sont soigneusement installés sur la ligne de production à double soufflage, l'une des méthodes les plus répandues et les plus fiables pour façonner des produits en verre creux, tels que des bouteilles de boissons gazeuses, des bocaux alimentaires et des contenants pharmaceutiques. Le processus de formage commence par le dépôt de verre fondu, appelé paraison, dans le moule ébaucheur initial. Ces paraisons sont découpées dans un flux continu de verre liquide, atteignant des températures d'environ 1011 degrés Celsius, et présentent une viscosité idéale pour un façonnage lisse et régulier. À l'intérieur du moule préliminaire, un jet d'air comprimé est soufflé par le haut, poussant le verre chaud vers l'extérieur, contre les parois du moule. Cela forme la forme initiale, appelée paraison, une structure creuse en forme de bulle avec un col étroit. Encore incandescent, le verre est délicatement transféré vers le moule final, situé à quelques centimètres de là, sur la même ligne de production. Ici, un second jet d'air comprimé est injecté directement au centre de la paraison, étirant le verre ramolli vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il appuie fermement sur chaque contour et détail de la cavité intérieure du moule. En quelques secondes seulement, la bouteille prend forme. De l'extérieur, cela peut paraître rapide et sans effort, mais en coulisses, chaque valve et chaque capteur du système sont synchronisés avec une précision incroyable au millième de seconde près. Ce niveau de contrôle extrême permet de fabriquer des centaines de milliers de bouteilles par jour, chacune presque identique et impeccable, comme si elles provenaient toutes d'un seul et même moule. À peine sorties du four, les bouteilles en verre rayonnent d'une chaleur rouge intense, leur surface miroitant dans l'obscurité, telles des tiges métalliques incandescentes. Des bras robotisés interviennent ensuite avec une précision programmée et fluide, se glissant sans effort en place. Chaque bouteille est soulevée avec précaution et déposée sur le tapis roulant. La scène se déroule dans un silence paisible, parfaitement synchronisé, sans aucune précipitation. Le tapis guide lentement les bouteilles fraîchement formées, dont le fond est encore incandescent, vers la zone de refroidissement. Elles traversent un long tunnel jaune, où la température baisse progressivement, laissant au verre le temps de se stabiliser sans se briser. Cette étape de refroidissement minutieux prend du temps. Elle peut durer plusieurs minutes, voire des dizaines de minutes. Au fur et à mesure du processus, les bouteilles en verre refroidi passent à l'étape d'inspection. Ici, un ensemble de capteurs optiques et de caméras haute vitesse examine chaque bouteille en temps réel. Chaque détail est vérifié, et dès qu'un défaut apparaît, qu'il s'agisse d'une fissure, d'une bulle, d'une rayure ou même d'une légère déformation, le système le signale immédiatement et retire la bouteille de la ligne. L'étape suivante consiste à examiner attentivement le goulot de la bouteille. Chaque bouteille est tournée avec précision par un système automatisé, tandis que capteurs optiques et sondes mécaniques s'associent pour détecter les défauts, qu'il s'agisse d'un bord ébréché, d'une fine fissure ou du moindre écart de dimension. Seules les bouteilles qui passent ce contrôle rigoureux sont autorisées à avancer. Après avoir passé toutes les inspections, les bouteilles en verre sont acheminées vers la section de palatisation, où des systèmes robotisés prennent le relais. Conçues pour une précision et une uniformité optimales, ces machines organisent facilement des milliers de bouteilles. Un mécanisme de serrage à ventouse abaisse, saisit une rangée complète et la dépose délicatement sur la palette. Pour la protéger des chocs lors de la manutention et du transport, une bâche est placée entre chaque couche. Une fois la pile terminée, une banderoleuse automatisée scelle la palette sous film et l'identifie avec un code correspondant au lot de production. Enfin, les palettes de verre sont stockées, soigneusement empilées et prêtes à être expédiées. De là, elles voyageront à travers le monde, devenant bientôt des bouteilles pétillantes, remplies à ras-bord et prêtes à être utilisées dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et bien sûr, les bouteilles en verre sont faites pour contenir des boissons. Et soyons honnêtes, presque tout le monde a bu un Coca-Cola au moins une fois dans sa vie. Ces bouteilles en verre sont remplies du soda le plus emblématique au monde, mais avant d'être commercialisées, elles passent par un processus d'embouteillage rigoureusement contrôlé. Tout d'abord, chaque bouteille est soigneusement nettoyée à l'eau chaude sous haute pression mélangée à de la vapeur pour éliminer toute poussière ou bactérie. Elle est ensuite acheminée par un convoyeur à grande vitesse jusqu'à la station de remplissage, où des bus automatisés remplissent chaque bouteille de Coca-Cola au millilitre près. Parallèlement, du CO est injecté pour préserver ce pétillant si caractéristique.
Juste après le remplissage, les bouteilles sont directement acheminées vers la station de bouchage, où les capsules couronnes sont pressées par des machines de précision. Chaque capsule est soumise à un contrôle d'étanchéité minutieux grâce à des capteurs de haute précision intégrés à la ligne de bouchage. Cela garantit une étanchéité parfaite de chaque bouteille, évitant ainsi la moindre fuite avant le conditionnement et l'expédition du produit. Chaque bouteille passe ensuite devant un système de caméra à haute vitesse qui vérifie l'absence de fissures, de suremplissage ou d'étiquettes mal apposées. Les bouteilles de Coca-Cola continuent de glisser en douceur sur le tapis roulant, alignées en formation parfaite, tel un assemblage programmé, franchissant chaque étape de la chaîne avec un rythme régulier et précis. À leur arrivée au poste de pulvérisation d'eau, un jet d'eau froide à haute pression est dirigé directement sur le goulot de chaque bouteille. Enfin, les bouteilles de Coca-Cola parfaitement scellées sont conditionnées en carton, chargées sur des palettes et transférées en chambre froide, prêtes à être expédiées vers des millions de magasins à travers le monde, des petites boutiques de bord de route aux hôtels de luxe. Et ainsi, le voyage de renaissance du verre prend fin, renaissant de ses cendres pour redevenir un objet brillant, pur et précieux. Recycler le verre en bouteille neuve n'est pas seulement un geste écologique, c'est aussi un rappel de la magie de la technologie moderne. Nous espérons que cette vidéo vous inspirera à faire du recyclage du verre une habitude. Laissez un commentaire ci-dessous et donnez-nous votre avis. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir avec nous d'autres aventures industrielles fascinantes.